Well, yes. When we start, can Cata, Rosa Maria, and Jose turn on your videos? Cata, Rosa Maria et José, je vous demanderai de vouloir brancher votre vidéo pour que tout le monde puisse nous voir. Et lorsque l'on commencera à parler à ce moment-là, vous pourrez couper la caméra et votre micro jusqu'au moment où vous prendrez la parole. José Maria, Cata, José, peut-être branchez votre caméra au début pour que les gens qui nous voient puissent vous voir. Et lorsque et vous pouvez. Alice, est-ce que cela vous conviendrait de couper la caméra? Bon, mais ensuite, vous restez avec la caméra branchée au début pour que chacun sache. Deje su cámara encendida. Okay. Muy bien, podemos iniciar. José, ¿puedes prender José. tu cámara para el inicio? Perfecto. Listo, estamos listos. Est-ce qu'on peut refaire juste un petit test parce que j'ai eu l'impression d'avoir l'espagnol et le français dans le même canal? Ouais, on a le français et l'espagnol dans le même canal. And so for those, is anyone in the French interpretation channel? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'interprétation en français? Oui, vous devriez m'entendre. Bon, No, mais ils entendent Spanish. l'anglais. Ah non, l'espagnol et le français en même temps, c'est ça? Oui, si vous parlez ensemble en français et en espagnol, on vous dira si on vous entend ensemble. Bien, je parle en français, je suis sur le canal français, je parle en français. Okay, we are launching. Alors, mais il faut que Oui. Ouais, c'est un peu juste ça. Welcome everyone. To start and before we start some practical information about the event. Bonjour tout le monde. Nous avons donc l'interprétation dans les 3 langues. N'hésitez pas à choisir la langue qui vous convient, français, anglais ou espagnol. Pour les questions, vous avez également un bouton questions-réponses sur lequel vous pouvez pousser pour poser des questions qui seront reprises pendant la séance des questions-réponses. Enfin, je vous signale que tout ceci est enregistré. Donc, si vous voulez rester anonyme, n'oubliez pas de changer votre nom qui apparaît à l'écran si vous posez une question. Bonjour à tous. Une information d'ordre pratique. Nous avons de l'interprétation dans 3 langues, espagnol, français, anglais. Donc, vous pouvez choisir votre langue. Pour les questions et réponses, vous avez un bouton de questions et réponses, Q et A. Vous les faites par écrit, elles seront reprises au moment du débat. Cette séance, par ailleurs, sera enregistrée. Pour ceux qui souhaiteraient rester anonymes, n'hésitez pas à renommer. Nous avons l'interprétariat. Donc, vous pouvez choisir votre langue, anglais, français ou espagnol. Pour les questions, il y a un bouton réponse et questions où vous pouvez écrire vos questions. Et enfin, vous avez, cette session sera enregistrée. Donc, si vous souhaitez garder votre anonymat, n'hésitez pas à changer votre nom. Now, I think we're ready to start. So I will give the floor to open our press conference to Alice Mogwe, President of FIDH. Alice, you have the floor. Alice, I think your microphone is muted. Gracias. Bienvenido a todos y todos. It is my great pleasure to welcome each and every one of you to the launch of #SeeYouInCourt, an international campaign to hold companies accountable for their harmful and polluting activities
and their contribution to climate change. Before we start, we invite you to watch the video of our campaign, which you can also share on social media through the links in the chat. Thank you. Sasha, you can now launch the video. It's here, in this courtroom, that you'll have to answer for your disregard for human rights and the environment. It's here that those who were devastated by your actions will demand accountability. It's here, at this stand, that you'll be summoned to explain your harmful, polluting activities and the pressure you put on governments to conduct business at any cost. It's here that your lawyer will try to find the words to justify the unjustifiable. It's at this microphone. C'est à ce micro. La décrit. It's from this bench that a member of the audience will rise to cry out in anger. And it's in this Et document c'est ici que vous attendrez le verdict. Dans un environnement sain est un droit humain. Les entreprises qui ne le respectent pas doivent faire face à la justice. Thank you, Sasha. We'll now have the video. Bien, merci Sacha. Nous allons maintenant avoir la même vidéo, mais cette fois en espagnol. es aquí, en este tribunal, donde tendrá que justificar su desprecio por los derechos humanos y el medio ambiente. Es aquí donde las comunidades afectadas le pedirán que rinda cuentas. Es aquí donde deberá explicar sus actividades nocivas y contaminantes y la presión que ejerce sobre los gobiernos para conseguirlas. Es aquí donde su abogado tratará de encontrar las palabras para justificar lo injustificable. Es detrás de este micrófono que un experto presentará fríamente el impacto de sus acciones. Es en este banco que un miembro del público se levantará y gritará su ira. Y es en este palco de los acusados donde esperará su veredicto. Thank you, Sasha. Alice, you can take back the floor. Thank you, Maria Isabel. Across the globe, the acceleration of the effects of climate change is absolutely undeniable. The most vulnerable populations are the ones who suffer more directly and intensely the impacts of climate change. They include the indigenous peoples, peasants, children, people with disabilities, and women from affected communities. Far from being passive victims, local Loin communities... d'être des victimes. Des victimes passives, les communautés locales sont sur le front. Ils luttent pour leurs droits et pour les droits de la nature à exister, à évoluer, plutôt que d'être juste là pour le bien-être humain. Leurs difficultés nous affectent tous, car un environnement sûr, sain est indispensable pour l'exercice des droits humains. C'est en solidarité avec cette lutte que la FIDH et ses organisations membres lancent Diaz, See You in Court pour renforcer la reconnaissance et le respect des droits de la nature. La déforestation, la pollution et les catastrophes environnementales sont toujours trop communes dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales. Depuis le commencement de l'époque industrielle, une centaine d'entreprises sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, malgré les vives préoccupations et la mobilisation exprimée par une grande diversité d'acteurs. Certaines de ces entreprises continuent leurs pratiques polluantes et nuisibles dans une impunité relative. Il est temps de les en rendre responsables.
travailler en collaboration et en partenariat avec les communautés touchées au Chili, en Équateur et en Colombie, la FIDH et ses organisations membres lancent une série de... No, it's not muted. Est-ce que votre micro... On entend parfaitement Alice. M'entendez-vous? L'interprète confirme qu'on entend très bien. Ça marche en ce qui concerne... Ok, Alice, vous pouvez poursuivre, on vous entend très bien. Jusqu'à ce que je remonte en arrière? Non. Non, il y a juste un problème instantané de connexion, mais on vous a entendu tout ce que vous avez dit. Donc, travailler en coopération, dit Alice, et en partenariat avec les communautés touchées au Chili, en Équateur et en Colombie, la FIDH et ses organisations membres lancent une série d'actions juridiques contre des entreprises pour la contribution à la dégradation de l'environnement. Notre campagne, #SeeYouInCourt, va réunir 3 initiatives qui ont déjà été lancées et 2 mesures qui sont lancées aujourd'hui pour marquer le point de départ d'un grand nombre d'autres. En lançant cette campagne, nous visons à mettre au centre de la scène à l'échelle mondiale la lutte quotidienne d'un grand nombre de communautés et que cette mobilisation puisse s'étendre à toute la société civile pour prendre des mesures contre les entreprises au cours de ces prochains mois. En mettant les communautés touchées au centre de ces actions fondées sur leurs droits, nous visons à nous rappeler que le changement climatique n'est pas une notion abstraite qui ne concernera que les générations futures, mais est une urgence bien réelle pour les communautés vulnérables qui connaissent déjà son impact sur leur santé et sur leur bien-être au quotidien. Nous demandons au public de nous soutenir en espèces et en nature et d'apporter une grande visibilité à cette campagne de la lutte pour la responsabilité en matière de protection de l'environnement et pour donner notre protection, pour assurer la protection de notre planète et de ses peuples. Merci. C'est un grand honneur pour moi maintenant de m'adresser à 3 acteurs fondamentaux de cette campagne qui vont partager avec vous la nature même de leur combat et vont vous présenter les actions juridiques qui ont été lancées aujourd'hui. Rosa Maria Mateos est avocate et dans le domaine des réparations, José Alvin du collectif de Colombie. José Alvin, lui, qui est le coordinateur de notre programme des droits humains et de la globalisation, de l'Observatoire Ciudadano, Observatorio Ciudadano au Chili, et Cata Alonso, qui est porte-parole du groupe des femmes dans les zones en sacrifice et résistance de Quintero et de Puchuncaví au Chili. Je vais à présent donner la parole à Maria Isabel Mateus, qui est à la tête du bureau des mondialisations de la FIDH en Colombie. C'est elle qui va organiser cette réunion aujourd'hui. Maria Isabel, je vous passe la parole. Je suis désolé si j'estropie quelque peu vos noms en les prononçant. Merci Alice, merci beaucoup, c'était parfait. Donc, dans notre campagne, les communautés locales ne sont pas simplement des victimes passives, c'est elles qui mènent la lutte à long terme contre les destructions de l'environnement qui menacent la possibilité pour tous de profiter des droits humains. Tout au long de notre campagne, les communautés touchées reprennent le pouvoir, contestant les entreprises, refusant d'accepter ou d'être soumises à ces différentes violations des droits. Autour de la table, nous avons aujourd'hui donc des représentants d'organisations et de communautés qui ont aujourd'hui ont lancé 2 mesures juridiques devant les tribunaux importantes qui cherchent à faire que les acteurs responsables soient tenus responsables. Dans le cadre de cette campagne, See You in Court, nous vous retrouverons au tribunal. Ces 2 actions ciblent des entreprises dans le secteur du charbon
qui est le plus grand contributeur du changement climatique. Le fait de brûler du charbon est responsable pour 46% des émissions de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale et représente 72% du total des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d'électricité. La communauté de Quintero Puchuncaví au Chili a connu l'impact direct des émissions polluantes de centrales électriques au charbon, et c'est pourquoi aujourd'hui, avec l'Observatorio Sudano et la Fondation Terran, ils ont entrepris une mesure juridique pour lutter contre la dégradation de l'environnement qui est liée directement à l'opération des centrales électriques au charbon de AES Gener, et le fait que les autorités de l'environnement n'ont pas réglementé efficacement ni sanctionné ces activités néfastes. Je vais ensuite donc donner la parole d'abord à Cata Alonso, porte-parole d'une organisation locale au Chili qui s'appelle Mujeres de Zonas en Sacrificio en Resistencia de Quitinquero et Puchuncaví, donc au Chili. Depuis 17 ans, cette organisation lutte pour défendre les droits et l'environnement des activités toujours plus importantes de l'industrie polluante dans la région. Cata. De quelle façon les pollutions des usines de charbon ont eu un impact sur les communautés et pourquoi est-ce si important de les amener au tribunal aujourd'hui au Chili? Cata, je te donne la parole pour que tu puisses partager cette expérience à partir de ta communauté. Merci beaucoup, dit Cata. Bonjour à tous. Le problème, c'est que nous voulons des enfants sains, des eaux propres, des terres fertiles. La vie ne se vend pas, la vie se défend. Nous avons lutté et nous continuons à le faire, en particulier pour les enfants, pour pouvoir récupérer tous nos droits humains qui ont été violés, affectés tous les jours. Je vis dans une zone de sacrifice. Cela veut dire que nous avons des polluants à partir des métaux dans le sol, dans l'air, dans les eaux douces et dans l'eau salée également. Et en plus dans les fonds marins également. Dans un rayon de 8 km, nous avons des installations de 19 industries dangereuses et polluantes. Parmi les communes de Puchuncaví et Quintero, où nous habitons, il y a 50 000 habitants dans cette région. Au sein des entreprises, une des plus polluantes et responsables d'ailleurs, c'est la multinationale dont je n'ai pas entendu le nom, qui est sur le territoire de Puchuncaví. Il y a 4 entreprises, 4 usines thermoélectriques. La plus grande de ces usines thermoélectriques est installée de façon illégale à moins de 100 mètres des logements, des habitations. Ceci, en plus de dégrader complètement, de détériorer notre territoire où autrefois les personnes vivaient de la pêche, de l'agriculture, du tourisme à un très bon niveau. À l'époque, nous avions une très bonne qualité de vie. L'installation de ces usines a amené de très graves conséquences sur les santé de notre communauté. Actuellement, notre communauté présente un des taux les plus élevés de cancer, de maladies pulmonaires, de maladies névrologiques, de problèmes respiratoires chroniques, des problèmes cardiovasculaires, des infarctus, des fausses couches spontanées, des allergies, de l'asthme et beaucoup d'autisme. Depuis 2008 jusqu'à maintenant, on a vu des intoxications chez nos enfants. Les intoxications les plus graves et les plus nocives ont lieu entre 2011 et 2018. Plus de 1500 enfants ont dû accéder à des services d'urgence de santé suite à l'inhalation de polluants émis par ces industries. Certains de ces enfants, d'ailleurs, sont restés ensuite avec ces grave et on ne sait d'ailleurs toujours pas aujourd'hui parce que les autorités ne nous donnent aucun renseignement à ce sujet, ce que nous respirons encore ou plutôt avec ce que nous respirons qui est en train de nous tuer à petit feu.
à cette occasion, l'entreprise continue à être illégale puisqu'elle continue à dépasser, à être illégale, à ne pas suivre les autorités gouvernementales, ce qui implique qu'on brûle davantage de charbon et qu'il y a de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une situation que notre État permet et qui affecte au jour le jour nos droits humains fondamentaux, comme l'est le droit à la vie, comme à vivre dans un environnement sain, propre, sans polluants, exempt de polluants et le droit à l'égalité. Il faut également souligner que cette entreprise transnationale qui s'appelle aujourd'hui AS Sandes au Chili, a fonctionné avec 17 usines thermoélectriques de charbon dans 4 de ces zones dites dénominées de sacrifice, comme le sont Huasco, Tocopilla, Mejillones, Quintero et Puchuncaví, dont l'air a été déclaré pollué par les émissions de cette entreprise responsable qui, au Chili, est l'entreprise qui émet davantage de CO2, endommageant non seulement notre santé et l'environnement, mais endommageant la santé de la planète dans son ensemble. Pour terminer, nous voulons également dire que la playa de Ventanas de Puchuncaví, à cet endroit-là, il y a eu depuis 2019 et jusqu'à maintenant presque 900 dépôts de charbon. Ce charbon appartient à l'entreprise AES et jusqu'à maintenant, les autorités n'ont rien corrigé pour sanctionner ces situations si graves. Merci. Thank you very much, Kata, for this very lively intervention that clearly illustrates. Merci, Kata. Pour cette intervention qui montre bien l'importance des violations de l'environnement et des droits de l'homme et comment la destruction de l'environnement a une incidence directe et indéniable sur le droit à la santé des communautés affectées. José Alwin, en tant que coordinateur du programme de coordination des droits de l'homme de l'Observatoire Ciudadano au Chili et avec Terán, vous avez été aux côtés des communautés à Valparaíso. Vous avez mené ces actions juridiques qui sont lancées aujourd'hui contre les autorités chiliennes et à Cereber. Donc, je vais vous inviter à prendre la parole et je vous demanderai de nous aider sur les questions suivantes. José. Quelle est la nature de l'interaction des communautés de Quintero de Puchuncaví devant les tribunaux chiliens? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir à travers cette action? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations à la FIDH qui nous a invités à cette campagne. Toute ma reconnaissance à ceux qui écoutent ce lancement d'aujourd'hui. En ayant en tête la réalité que Kata Alonso vient de souligner, l'Observatoire citoyen, comme partie intégrante de la FIDH, la Fondation Terán, un organisme basé au Chili et représentant des organisations de la zone de Quintero Puchuncaví, nous avons interjeté aujourd'hui un recours de protection interinstitutionnelle devant le tribunal d'appel de Valparaíso. C'est là où fonctionnent ces centrales thermoélectriques. Aujourd'hui, ça s'appelle AS Andes. Ils ont donc interjeté un recours qui va à l'encontre de l'autorité environnementale, qui s'appelle la superintendance de l'environnement au Chili, du fait des irrégularités et du caractère arbitraire qui
trouve son origine dans l'excessif piétinement, ralentissement, retard administratif dans l'instruction de la plainte qui avait été formulée en 2020 et qui a à voir avec le non-respect du niveau de puissance maximum autorisé pour l'exploitation des centrales thermoélectriques Nueva Ventanas et Campeche. Cette exploitation entre les années 2017 et 2020. Alors, conformément à la loi qui réglemente, il doit y avoir une information donnée sur les résultats d'une plainte en l'espace de 60 jours. Or, il s'est déjà écoulé 1 an depuis le dépôt de la plainte. Donc, il y a eu toutes sortes d'actions de défiscalisation, rien n'a eu lieu. Dans ce recours, nous constatons le non-respect, l'inobservation de la part de l'État du Chili des principes recteurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains qui établissent l'obligation pour l'État de protéger les droits humains contre les violations commises par les entreprises, en adoptant des mesures en vue de prévenir, de faire des enquêtes et de sanctionner et de réparer ces illégalités, tout ce qui n'a pas eu lieu justement dans le cas présent. Établir également des accès à des mécanismes de réclamation effectifs. Et comme je le disais, ceci n'a pas eu lieu non plus. L'action est donc dirigée également contre l'entreprise AES Gener, AES Andes et sa filiale entreprise électrique Ventanas pour l'inobservation continue et répétée des niveaux maximums de puissance brute permis pour l'exploitation de la centrale thermoélectrique Nueva Ventanas et par conséquence le non-respect du devoir de diligence en matière de droits humains. Et c'est ce que nous allons indiquer dans ce record. Toutes ces illégalités, tout le caractère arbitraire de l'entreprise AES Gener comprennent l'exploitation de la centrale Nueva Ventanas entre 2017 et 2020. Pendant plusieurs milliers d'heures, ils ont dépassé le maximum de la limite permise. Même chose pour la centrale thermoélectrique Campeche pendant le même laps de temps. Mais le plus grave que nous avons constaté, en plus dans ce recours, c'est que la centrale Nueva Ventanas continue à exploiter entre janvier et septembre de l'année présente et continue à dépasser de 3000 heures, c'est-à-dire 48% des heures totales, la puissance maximum au-dessus de la limite établie par l'autorité environnementale. Dans ce même recours, nous avons signalé qu'avec cette pratique, AES Gener et ses filiales ont violé sans aucun doute de façon très claire le devoir de diligence, le devoir de respecter les droits humains en absence totale de devoir, d'obligation de diligence qui aurait dû les amener à analyser, prévenir et empêcher cet impact sur les droits humains. Quant aux droits violés, nous avons identifié le droit à la vie d'abord, le droit à l'intégrité physique et mentale de la population qui habite dans la région de Quintero y Puchuncaví, dont parlait Cata Alonso. La puissance maximum de ces centrales thermoélectriques a été dépassée dans le passé, mais dans l'actualité également, comme on peut le constater, on brûle le charbon bien au-dessus des limites, d'où des polluants qui passent dans l'air, qui affectent gravement la vie, la santé des populations locales et en passant en particulier des enfants, comme ça a été le cas pendant la crise environnementale de 2008. À cela, il faut ajouter la violation des droits à l'égalité de la loi du fait du retard pris, du ralentissement dans l'instruction des demandes, mais en plus, de façon très importante, le droit à vivre dans un environnement exempt de pollution. En plus d'être une garantie constitutionnelle, il s'agit là d'un droit du traité international tel que ça a été interprété par l'ONU. En contribuant à générer des gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique, l'État du Chili, en plus, s'était engagé à combattre ces effets puisqu'il avait signé en 2015 l'accord de Paris.
J'ai en tête l'interprétation du rapporteur spécial Boyd qui établit la responsabilité des entreprises pour garantir un climat sûr, entre autres le fait de devoir réduire les émissions des gaz à effet de serre dans les filiales. Pour toutes ces raisons, nous demandons au tribunal en premier lieu d'ordonner à la superintendance du Chili de faire connaître les résultats de la plainte qui avait été déposée en 2020 dans un délai de 15 jours et commencer un processus de sanctions contre AES Gener et ses filiales du fait de toutes les inégalités constatées. Et à l'entreprise AES Andes notamment et l'entreprise électrique Ventanas de s'abstenir de dépasser à l'avenir dans l'exploitation de leur centrale Nueva Ventanas la puissance maximum brute autorisée dans prévu pour arriver vraiment à ne pas dépasser cette limite et réduire à l'avenir afin de compenser la puissance maximum d'exploitation de cette centrale dans la même proportion de ce qui avait été dépassé pendant les 3 dernières années, dans la même proportion. Donc, en cela consiste donc notre action d'aujourd'hui. Nous espérons que l'instruction de ce recours sera rapide. Merci. Merci beaucoup, José, pour cette présentation détaillée de l'action. Participants to start writing down their questions in the Q&A. Nous allons commencer dans le questions-réponses. Alors, passons à la Colombie. La Guajira, la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Amérique latine, est une menace pour la forêt tropicale sèche, dont l'écosystème est déjà vulnérable, qui accueille les populations wayuu ainsi que des communautés noires et agricoles. L'action lancée aujourd'hui par ces communautés et nos organisations demande à la Commission interaméricaine pour les droits humains de demander des mesures de précaution pour éviter les dommages irréversibles à la vie culturelle, économique et spirituelle de ces populations et leurs écosystèmes sur lesquels ils dépendent à la diversion de la rivière Bruno pour laisser la place à l'expansion de cette mine de charbon à ciel ouvert qui est la propriété de l'entreprise anglo-américaine Glencore et BHP. Rosa Maria, je te donne la parole. Rosa Maria. Oui, Rosa Maria, j'aimerais savoir pourquoi vous avez déposé ces actions au sein des instances régionales et comment s'assurer que ceci puisse protéger les habitants. Je te donne la parole. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Comme nous l'avons déjà dit, nous parlons des véritables zones de sacrifice. La Guajira, aussi bien que d'autres zones d'Amérique latine, ce sont de vraies zones sacrifiées ou de sacrifice. En effet, Kata nous a déjà décrit la situation. Au sein de la zone de la Guajira, une des entreprises qui engendre toute une série des dommages et des dangers à l'écosystème, c'est la multinationale Cerrejón. Et malgré cette capture de l'État, finalement, de la part de ces multinationales, nous cherchons de la justice, une justice effective, réelle, car malgré les différentes tragédies, nous avons tout de même de l'espoir en la justice, que la société va en effet se joindre à nous. Aujourd'hui, les communautés de la Guajira vont présenter devant le système interaméricain des droits humains toute une série de mesures de précaution pour que ces multinationales respectent par le biais de la Cour constitutionnelle de la Colombie, respectent les droits. Donc,
Plus précisément, nous avons l'affluent, le ruisseau Bruno, qui est un affluent très important et sans lequel le système pseudo-tropical que l'on disait est en danger, et de même que le lien spirituel que ces communautés, les communautés Wayuu ont, les communautés afro et paysannes. Donc, nous avons en effet dénoncé toutes les stratégies que ces multinationales mènent. Nous sommes en train également de dénoncer les stratégies de ces multinationales, toutes les pressions, lorsque, par exemple, ils ont déposé une plainte contre l'État colombien par le biais d'un système d'arbitrage appelé CIAD. Nous dénonçons également à cette occasion que lors de l'élaboration des études d'impact et des politiques publiques, lorsque l'on fait ces études d'impact de mines à ciel ouvert, que lors de l'élaboration de ces études, nous avons mis en évidence des interférences des multinationales qui exploitent le charbon, ainsi comme l'exclusion des communautés afro-wayuu et paysans de la zone de la Guajira, donc des populations qui sont directement concernées. J'aimerais également dire qu'en 2017, par le biais d'une décision de la Cour constitutionnelle de la Colombie, des droits fondamentaux de la population ont été respectés, donc des droits fondamentaux comme l'eau, l'alimentation et l'air. Et normalement, il faut respecter par le biais d'une commission qui surveille. Malgré cette décision, la multinationale se refuse à respecter. Et cette multinationale a imposé sa volonté et ce ruisseau est toujours dévié de son cours. En effet, il y a eu des menaces également, ce qui engendre davantage des problèmes dans cette région. Voilà pourquoi nous sommes allés auprès du système interaméricain pour faire respecter ces engagements. Et la loi, il est important de souligner qu'une partie de cette campagne inclut également une présentation de la part des communautés autochtones de la Guajira, des organisations locales, des organisations nationales qui ont mené à bien toute une série d'actions dont l'objectif est la recherche de la justice. Une action urgente serait que le ruisseau Bruno retourne à son cours, cet affluent, et que tous ces droits de peuples autochtones ancestraux soient respectés, ainsi que l'équilibre environnemental et écologique soit respecté. Alors que nous avons mis en évidence les déséquilibres. Les collectivos d'avocats répondent à cet appel. Nous soutenons l'appel que ces communautés nous font pour leur donner notre soutien pour faire des recours juridiques dont l'objectif est de mettre en lumière les véritables actions de ces multinationales. Donc, nous donnons également notre soutien et saluons ici à toutes les associations, organisations qui se joignent à nous et par le biais de la FIDH et tous ceux qui contribuent à la défense de l'environnement et qui luttent contre les captures des multinationales qui mettent en danger l'environnement ainsi que la souveraineté de beaucoup de communautés. La Colombie est un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement, selon le dernier rapport de Global Witness. Nous appelons donc le monde entier à nous soutenir dans ces revendications face à l'urgence environnementale. L'impunité n'est plus une alternative. Merci, Rosa Maria. Merci beaucoup.
conclude very quickly before opening a Q&A session by saying that Maintenant, une conclusion rapide avant de la session de questions. Alors, See You in Court, ce n'est pas juste deux actions juridiques qui sont ouvertes. C'est le point de départ d'un effort à long terme pour demander des comptes aux pollueurs pour leur contribution au changement climatique et les dégradations environnementales, par une diversité d'actions basées sur les droits menés par les communautés impactées, parce que la protection des droits de la nature, c'est la protection de nos droits humains et vice-versa, bien entendu. Vu l'urgence de la crise climatique, les tribunaux doivent aider à garantir les droits des populations et de la nature contre l'inertie gouvernementale et des entreprises. En lançant See You in Court, on dit également qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. Nous allons retrouver les entreprises dans les tribunaux pour leur demander de respecter leur part de la responsabilité. Nous continuerons de pousser pour que les gouvernements saisissent les opportunités historiques à surmonter les points aveugles des politiques environnementales, la responsabilité des entreprises. Alors, pour lancer notre session QA, je vais inviter au panel Clémence Bechtert, qui est coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH. Merci Clémence d'être ici avec nous aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions dont je suis certaine que tous les participants en auront autour de la table. Alors, pour la session de questions-réponses, on ne pourra pas vous donner la parole. Est-ce que vous pourriez cliquer sur la section questions-réponses et vous pourrez écrire votre question? Alors, pour commencer, nous avons une question importante du public. C'est une question pour Rosa Maria. Je vais la lire en espagnol pour que vous puissiez répondre. Lorsque vous dites que les instances judiciaires nationales n'ont pas pu donner réponse, cela veut dire qu'ils n'ont pas donné raison aux populations autochtones et que malgré tout cela, la multinationale ne respecte pas les lois environnementales. Rosa Maria, tu souhaites prendre la parole pour répondre? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. En effet, il y a eu des différents éléments. La multinationale est déjà objet de toute une série de décisions à son encontre. Nous, à partir du collectivo, lorsque nous avons constaté avec ces communautés, nous avons vu que ces arrêts, ces décisions de justice ne sont pas appliquées. Donc, nous dénonçons l'asymétrie dans laquelle se trouvent ces communautés et le non-respect de ces décisions. L'objectif est de mettre en pratique, appliquer ces décisions de justice. Et donc, la Cour doit également de faire un suivi sur le respect. En effet, les communautés nous disent que chaque jour, en fait, c'est la mort de ces ruisseaux brunaux. De plus en plus, un petit feu, tous les jours, un peu. En effet, ces communautés n'ont pas forcément la capacité technique de suivre et manifestement, les instances de l'État non plus. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aller auprès du système interaméricain de sorte que ces autorités obligent l'application des décisions de cette de justice et voilà le suivi nécessaire. Merci, Rosa Maria. Nous avons toute une série de questions. Une question de Gustavo Gómez, le procureur général de la République d'Argentine. Il reconnaît donc les efforts de cette campagne et de même, il est conscient des défis que ceci implique et le fait de recourir à des instances criminelles ou les instances régionales ou internationales. Et la question est pourquoi pas donner la capacité aux ONG
aux citoyens et aux victimes pour qu'ils puissent commencer les enquêtes criminelles au sein de tribunaux et ils soient des acteurs principaux pour donner un suivi. Donc, je vais donner la parole à mon collègue pour qu'il puisse, à José, pour qu'il puisse répondre. Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante. Comme nous le savons, le droit à un environnement sain a été le fruit d'un processus progressif et mondial. Donc, il est très important de constituer les délits contre l'environnement et définir la responsabilité. Mais ceci est un processus en cours qui se développe. Il me semble que c'est une très bonne initiative, le fait de donner la capacité, la possibilité, non seulement aux citoyens, mais également aux communautés concernées directement, qu'ils puissent utiliser la législation et tous les mécanismes nationaux et internationaux existants. Et une fois que les délits environnementaux, selon la législation, si la législation le permet, bien sûr, sachant également que parfois ce sont des mécanismes assez limités. Ceci nous conduit à, comme c'est notre cas, à aller à faire ce recours de protection constitutionnelle en tant que mécanisme pour garantir les droits très important pour l'environnement, le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, qui se voit menacée ou en danger du fait des actions des multinationales. Merci à José. Clémence, je te donne la parole. Hello everyone, and thank you. Thank you for this very interesting question. Of course, we're facing there major obstacles. First is the insufficiency of the legal framework that needs to be improved, especially when it comes to facing corporate criminal accountability. And the idea and object of this campaign is to find all legal avenues, be them as we've seen, constitutional, where l'idée est de trouver toutes les avenues juridiques qui sont constitutionnelles quand on a des avenues juridiques intéressantes à suivre à cet égard, et également pour mener un plaidoyer en faveur de l'amélioration du cadre juridique afin de multiplier les possibilités pour les communautés impactées à agir sur la base de leurs actions juridiques. Donc, c'est un domaine où on peut énormément s'améliorer, mais bien entendu, l'objectif de ce projet et de cette campagne est de partager les expériences et de trouver toutes les avenues juridiques possibles pour les communautés impactées pour pour justement obtenir cette reddition des comptes des entreprises. Et nous avons bien entendu du droit qui existe pour cette reddition de comptes des entreprises pour les violations des droits humains et environnementaux. On utilise ce qui existe déjà, bien entendu. Merci beaucoup, Clémence. Ça fait partie de notre campagne de réunir les organisations et c'est une manière de renforcer notre capacité à agir contre les entreprises et bien entendu de changer l'équilibre des pouvoirs. Trop souvent, les entreprises sont plutôt fragiles. Donc, en nous réunissant, nous sommes plus forts. L'union fait la force. Il y a une question de la part de CCA qui dit « J'aimerais connaître comment vous pouvez donner du soutien pour avoir un impact beaucoup plus grand. Comment d'autres organisations de la société civile peuvent prêter main forte pour aider aux organisations qui travaillent sur le terrain. » Nathalie Rangifo dit la même chose. Comment pouvons-nous unir nos forces et contribuer à cette campagne et comment on peut mener à la cour les corporations internationales protégées par des États et les systèmes économiques et le droit commercial. Kata, peut-être tu peux nous dire comment le soutien de la FIDH et
Collectivo et d'autres organisations ont eu un impact positif sur la façon dont vous avez pu mettre en lumière ces agissements et le procès proprement dit, et quelles seraient d'autres possibilités? Réponse. Eh bien, il est extrêmement important tout le soutien, non seulement au niveau national, mais également international. Nous avons également fait appel à cet examen périodique au sein des Nations Unies. Nous avons frappé à toutes les portes en réalité. Et la seule façon de faire en sorte que ceci progresse et empêcher cette espèce d'impunité, c'est à partir de l'union de nos forces. Nous croyons en la possibilité d'unir nos forces par le biais des alliances avec des associations locales, nationales et internationales. Thank you very much, Kata, for this sharing of experience. Merci pour ce partage d'expérience. Je vois une question de Javier Mujica. Question. De quelle façon la FIDH peut entrer en coopération avec les communautés et les avocats sur le terrain par le biais des dépôts des plaintes contre les États, où les investissements sont à l'origine de ces multinationales qui, en effet, violent les droits humains par le biais des obligations extraterritoriales. Réponse. En effet, c'est très important. Nous avons fait un recours auprès des tribunaux français en arguant le devoir de diligence contre l'entreprise Suez présente au Chili. Peut-être que José peut nous donner plus d'éléments pour répondre à la question de Javier. Oui, bien sûr. Merci, Javier, pour cette question. En effet, la responsabilité des États dont le siège se trouve dans un tiers pays, par exemple dans ce cas d'espèce en France, et puis qui ont des filiales en Amérique latine, par exemple. Il est vrai qu'il y a très peu de pays qui ont dans leur arsenal juridique la possibilité de recourir ou de mener au tribunal ces entreprises, les maisons mères qui sont dans d'autres pays. Dans le cas d'espèce, Suez a été donc, on l'a amené au tribunal. Nous voyons comment dans le cas du Chili, il y a une contamination, une pollution de l'eau potable du fait d'une autre entreprise. Mais sachant que le groupe Suez, par le biais de son usine de traitement des eaux, nous avons trouvé un mécanisme du devoir de diligence pour éviter effectivement cette pollution dans l'avenir. Mais il y a très peu d'États qui ont ce mécanisme. Voilà pourquoi, avec la FIDH et d'autres organisations et alliances qu'on a pu constituer, nous avons proposé l'élaboration d'un traité contraignant qui oblige les États à établir des mécanismes pour que cette responsabilité extraterritoriale soit en effet effective et que, au sein de son mécanisme judiciaire, ces mécanismes figurent bien au sein de leur législation. Voilà pour répondre à ta question. Merci beaucoup à José. Nous avons Yvonne Yagnez depuis Équateur. Question. Comment éviter que les entreprises
prennent de représailles à l'encontre des communautés affectées. Par exemple, la menace de retirer des soutiens économiques, par exemple. Rosa Maria, tu es très près, très proche plutôt des communautés dans la Guajira. Tu peux peut-être donner une idée, ton point de vue sur comment la solidarité de la société civile peut renforcer ces actions. Oui, absolument, bien sûr. C'est une question très importante et c'est très urgent. Nous devons en effet nous focaliser dessus. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Une façon par le biais par le biais duquel on peut exercer le pouvoir et la force, c'est par des mécanismes qui suscitent la haine. Donc, ces multinationales et tous les intérêts économiques ont essayé d'engendrer cette espèce de haine vis-à-vis des défenseurs. Ils ont été stigmatisés, pointés du doigt, diffamés, disant que les défenseurs des droits humains, ce sont des personnes qui sont contre le progrès et le développement. Mais il faut se poser la question, quel genre de progrès, quel genre de développement lorsque l'on voit la dévastation et les dommages à l'environnement? Nous considérons qu'il est extrêmement important d'être solidaire et commencer à engendrer des diagnostics, recueillir beaucoup d'informations, documenter ces agressions. Nous avons trouvé un schéma assez subtil de menaces à peine voilées et parfois ce sont des menaces profitant des asymétries. Mais il y a d'autres façons. Ces multinationales créent une espèce de panique économique parce qu'ils disent on va fermer la mine, on va fermer l'entreprise. Et ils engendrent la peur. Et ils disent, voilà, des milliers de travailleurs vont être licenciés, l'État n'aura plus des ressources du fait de paiement des impôts des sociétés, et ceci va créer le chaos. Donc, ceci, en fait, crée des conflits parmi les populations. Voilà ce que l'on doit d'abord dénoncer. Nous avons fait déjà des appels divers à partir de plusieurs forums au niveau international aux États-Unis pour protéger les leaders, les leaders défenseurs et protecteurs de l'environnement. Et maintenant, c'est à la société civile de nous emboîter le pas. Ces leaders, ces défenseurs, si jamais ils se trouvent dans cette situation d'être harcelés, eh bien, ceci est la responsabilité de l'État, de ces multinationales, car c'est par le biais de leur propre discours que l'on engendre ce genre de conflit. Thank you very much, Rosa Maria. We have another question, this time addressed to our colleagues in Chile. Buen día, Pablo Federic pregunta a José. Pablo Frédéric pose une question à José. Comment approcher d'un point de vue judiciaire pour que les principes recteurs des droits humains de AES Andes le fassent, c'est-à-dire le devoir de diligence. Il est clair qu'ils n'ont pas respecté leur devoir de diligence. Comment approcher cette situation? José, peux-tu nous éclairer? Réponse. Merci Pablo, c'est un vrai défi en effet, car les principes directeurs en ce qui concerne les devoirs des entreprises ne sont pas vraiment contraignants. Ils sont contraignants en ce qui concerne l'obligation de l'État
pour protéger les droits humains et à ce moment-là, il y a en effet toute une série de mécanismes au sein de la législation des États. Donc, par ces biais-là, nous pouvons en effet dire qu'ils sont en train de violer les droits à la vie, à l'environnement, de l'environnement et le droit à un environnement sain. Donc, nous avons en effet utilisé la législation nationale. Tout d'abord, pour le fait de non-respect de la loi environnementale. Donc, en fait, il est très important de faire référence et utiliser ce cadre, même si on est conscient du fait qu'il y a quelques limitations, surtout en ce qui concerne la responsabilité proprement dite des entreprises. Merci à José. Il est très important et je pense que il est vrai qu'il y a quelques décisions qui parlent de ces principes directeurs et ils sont reconnus en tant que le standard qui impose des obligations à des entreprises. Au-delà d'une reconnaissance de ces normes ou standards, s'ils ne sont pas contraignants d'un point de vue juridique, du moins, c'est un point de référence, un cadre duquel on peut se prévaloir pour renforcer en effet le cadre juridique. Who congratulates us for the project, for opening this path for affected communities in our common struggle. She mentions in Asia, where there are serious gaps in the rule of law, see you in court is urgently needed as we anticipate more corporate impunity as governments try to regain export revenues lost during COVID. Thank you, Debbie. Thanks to you and to all the organizations that have either formally joined or behind the scenes supported this to make it possible. And this gives me the chance and the opportunity. La possibilité donc de donner la parole maintenant à Clémence, car je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt à savoir comment on peut faire pour les soutenir, pour aider la campagne de toutes les façons possibles. Désolé pour le petit problème technique tout à l'heure. Oui, merci beaucoup Maria-Isabelle. D'abord, comme nous l'avions déjà annoncé et comme Maria-Isabelle vous l'a dit, ceci est le début d'un projet très ambitieux pour la FIDH. Nous avons aujourd'hui 11 organisations membres qui se sont associés au projet et à la campagne et qui sont en train d'explorer les différentes possibilités d'action juridique contre des entreprises pour leur impact sur l'environnement, le changement climatique et les droits humains. Nous accueillons également de nouvelles organisations membres, des organisations qui voudraient s'associer à nous, soit parce qu'elles examinent des cas nouveaux ou parce qu'elles se trouvent en train de lancer de nouvelles actions juridiques. Notre ambition, notre objectif, c'est de continuer d'apporter un soutien juridique, apporter également une possibilité de dialogue, d'échange d'expériences entre les organisations membres. Nous voyons qu'il y a souvent des tendances communes, des obstacles que les communautés rencontrent qui sont les mêmes, mais obstacles que rencontrent également les ONG locales sur place qui essaient d'établir ces cas et de les présenter aux tribunaux. Donc, nous allons continuer de fournir ce soutien juridique, mais aussi technique et des compétences scientifiques et techniques, et également partager des expériences afin d'être ensemble pour construire des stratégies plus fortes pour l'avenir. Donc, il est possible évidemment de s'associer au projet et bien entendu de soutenir la campagne. Maria-Isabelle vous en dira un peu plus quant à la façon de soutenir activement la campagne et la faire connaître, cette campagne que nous lançons aujourd'hui. Merci beaucoup, Clémence. Je crois que ceci nous amène dans le droit fil des questions que nous avons eues jusqu'ici. Ceci nous amène au terme de cette conférence de presse. Je voudrais dire simplement merci beaucoup. Merci de vous être associés à nous. Merci de nous associer à ce mouvement. Nous avons 3 messages importants pour les États. Prenez des mesures concrètes. Vous avez de nombreuses possibilités. La semaine prochaine, au Conseil des droits humains, le mois prochain, au niveau de l'ONU et à la COP26. Donc, à tout le monde, soutenez, disséminez, faites connaître
soyez généreux, permettez aux organisations locales de poursuivre le combat et à la société civile. Venez avec nous, apportez-nous de nouveaux cas pour que les pollueurs soient tenus responsables de leurs actes. Voilà, merci à vous tous. Merci de vous être associés, d'être venus avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rendu cette conférence de presse possible avec la vidéo et toutes les informations que l'on peut trouver sur les médias sociaux. Vous pouvez également voir notre page de lancement où vous trouverez toutes les références avec les détails des 3 actions juridiques qui ont été lancées déjà avant cette conférence de presse et les 2 qui vont être présentées ou qui sont en train d'être présentées aujourd'hui. Pour ce qui est du kit de communication et de contact, si vous voulez vous associer à la campagne, mais aussi si vous voulez faire un don pour renforcer notre mouvement et permettre d'autres actions par la suite. Avant de terminer, je voudrais tout particulièrement remercier les interprètes qui sont désolés qu'il y a quelques petits problèmes techniques, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir une conférence en 3 langues avec le système qui n'en permet généralement que 2. L'équipe de mondialisation, Anna, Sacha, Amy et Madeleine. Les agences de communication, Babel, grâce à qui tous les visuels, les éléments visuels que vous avez vus. Olivier de Schutter également, qui se trouvait tout au début de ce projet pour le pousser, pour nous faire avancer dans ce projet, aux 11 organisations membres qui font partie de la campagne jusqu'ici, mais également aux très nombreux autres qui vont s'y associer par la suite, et au département des communications, et en particulier Anne West, ceci est la dernière campagne menée pour la FIDH. Merci Anne et bon vent. Sur ces quelques mots, je vais mettre un terme à cette réunion. J'espère vous revoir bientôt dans l'action et dans les tribunaux.